Et nous allons maintenant accueillir notre prochaine intervenante, Florène, qui est coach en CO2, qui a travaillé chez Engie pendant pas mal d'années et qui maintenant va faire un workshop très interactif, il me semble. Merci beaucoup. Et effectivement, on va de temps en temps participer en binôme, donc ceux qui sont tous seuls ou qui sont par groupe de 3, n'hésitez pas à vous regrouper par nombre pair. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Florène Cordier, je suis coach CO2. Qu'est-ce que c'est coach CO2? C'est un métier qui n'existe pas, donc c'est normal si on s'en mêle un peu les pinceaux. C'est un métier que j'essaye d'inventer, c'est-à-dire d'accompagner les particuliers et les salariés d'entreprise à réduire leur empreinte carbone individuelle. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est un peu les blocages qu'on rencontre sur ce chemin-là. Donc je voudrais déjà remercier toute l'équipe organisatrice du YPN pour avoir pensé à moi, et puis je pense qu'on peut les applaudir vraiment chaudement parce qu'ils font un énorme boulot cette semaine. Voilà, et c'est pas évident à gérer. Et puis je suis très touchée de participer parce que voilà, moi je suis en congé création d'entreprise en fait en ce moment, mais je suis chez Engie, j'ai passé 10 ans chez Engie depuis 2012. Et donc j'ai participé au YPN avant d'en être très injustement bannie à 36 ans. Voilà, hein. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de cette limite d'âge, s'il y a des gens qui doivent sortir de la salle, mais... Donc aujourd'hui, je vais vous emmener pour un petit voyage d'1 heure vers un monde décarboné. Et quand on parle, alors je vais prendre la zapette, hop là. Quand on parle de... Alors qu'est-ce que je dois pointer? Tac, ouais. Un voyage d'1 heure donc vers un monde décarboné où nous allons voir pourquoi votre action, à vous tous qui êtes là, votre action individuelle, elle est nécessaire, mais aussi également indispensable si on veut arriver là, en arriver là. Alors ce monde décarboné, en fait, on ne le connaît pas bien aujourd'hui, c'est un monde complètement nouveau. Et dans cette session, je ne vais pas spécialement parler de l'arrivée. Moi, ce dont je vais parler, c'est du chemin. Et ça m'a fait penser, en fait, aux pionniers, là, d'il y a 150 ans, ceux qui partaient à la conquête de l'Ouest, en emmenant les chariots, la famille, les meubles, tout ça, et qui faisaient ce chemin pour aller vers un monde nouveau dont ils ne connaissaient rien. Et c'est vrai que les films, en fait, ne parlent jamais de l'arrivée, quoi. Enfin, s'il y en a un, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Qui est-ce qui regarde encore La Petite Maison dans la Prairie? Voilà. Sinon, tous les films, ils parlent du chemin, ils parlent des bandits, des Indiens, des cailloux qui s'éboulent, etc. Et c'est vrai que c'est là qu'on trouve un petit peu le côté palpitant, c'est là qu'on se sent vivant, c'est sur le chemin. Et donc moi, aujourd'hui, j'aimerais bien vous inciter à vous mettre sur ce chemin et à le faire donc avec moi. Alors... effectivement, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un festival viking. Oui, je ne sais pas pourquoi. Et les gens étaient déguisés en vikings et ils lançaient des bûches. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde des séries, on se déguise dans des temps d'avant, comme ça. Mais peut-être qu'il manque un petit grain de sel aussi, quelque part, pour nous faire sentir vivants. Et ce grain de sel, malheureusement, on en a un gros là qui nous tombe dessus. Et ça s'appelle, évidemment, le changement climatique. Alors ça, ce sont des photos de cet été. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Il y en a qui ont regardé les informations cet été, qui sont tombés sur ces images-là. Oui, effectivement. Hein, l'été, c'était dès qu'on allumait la télé, c'était les vagues de chaleur, les méga-feux, les inondations. C'est bête parce que les uns auraient éteint les autres, mais voilà, ce n'était pas au même endroit. Et le secrétaire général des Nations Unies a même déclaré l'effondrement climatique a commencé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très différent de quand moi, j'ai commencé à agir. Moi, c'était de 2006, quand j'étais étudiante, que j'avais pris conscience de tout ça. Et c'est qu'en fait, le changement climatique n'était pas encore visible comme il est aujourd'hui. C'était quelque chose qu'il fallait envoyer des films qui nous permettaient de se projeter, mais on n'avait pas encore ça sous les yeux. Et alors, pour la petite anecdote, il y a quelques années, je travaillais à la direction de la stratégie corporate, donc chez Engie. J'étais analyste. Et avec mes collègues analystes, on faisait des scénarios prospectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on dessinait des visions de futurs possibles qui permettaient un peu d'éclairer les décisions stratégiques selon le contexte. Et il y avait un scénario qu'on avait appelé, il me semble, réveil tardif, où en fait, on considérait qu'on n'agissait pas beaucoup pour le climat jusqu'en 2030, et qu'en 2030, le changement climatique se voyait en fait tellement que là, les populations se réveillaient et vraiment élisaient des dirigeants qui prenaient des mesures très ambitieuses pour le climat. Voilà, 2030. On avait pensé que le changement climatique se verrait en 2030. Et donc là, on est en 2023 et on le voit déjà énormément. Donc en gros, c'était gouré de 10 ans. Hein, mais bon, rassurez-vous, on a été payé quand même. Personne ne pouvait le savoir.
Alors, je vous propose pour démarrer cette session, un peu se remettre en jambes, un petit qui est-ce. Alors, les règles du qui est-ce. Je vais vous inviter à tous vous mettre debout. Alors, ceux qui sont à distance, je vous laisse voir ce que vous voulez faire. Et puis, donc, je vais vous poser successivement 4 questions. Donc, ceux qui se sentent concernés par la question peuvent rester debout et les autres peuvent s'asseoir. Donc, première question. Qui est convaincu de la gravité du changement climatique? Si vous êtes convaincu de la gravité du changement climatique, vous restez debout. OK. Qui est convaincu de l'urgence d'agir? Si oui, vous pouvez aussi rester debout. Qui est déjà en train d'agir pour la planète, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle? Si vous êtes déjà en train d'agir, vous pouvez rester debout. Et qui a la sensation de déjà faire le maximum, d'agir au mieux de ses capacités pour sauver le climat? OK. Alors, si vous me permettez, moi, je vais rester debout parce que ça fait une dizaine d'années que je consacre peut-être jusqu'à la moitié de mon temps libre à militer pour le climat et qu'aujourd'hui, moi, je considère que je ne sais pas quoi faire de plus. Donc, je vais un peu juste vous parler de mon parcours pour que vous compreniez pourquoi je fais cette conférence aujourd'hui. Donc, ma prise de conscience, comme je vous disais, c'était 2006. C'était avec ce film, Une vérité qui dérange, un film d'Al Gore. Et puis, une conférence gratuite à laquelle j'étais allée à l'Energy Day de EDF. Là. Je suis entrée. Il y avait cet ingénieur-là, qui était déjà connu à l'époque, mais qui n'était pas encore une rockstar. C'est Jean-Marc Jancovici. Et les deux, en fait, m'ont fait comprendre qu'on était vraiment pris en tenaille entre, d'un côté, le changement climatique et de l'autre côté, cette dépendance totale en fait, de notre société aux énergies fossiles. Hein, c'est vraiment un peu comme les chips et les churros, quoi. Dès qu'il y a un truc qui est bon, eh ben, c'est mauvais pour notre santé. Et là, c'est pareil, les énergies fossiles, c'est hyper pratique, c'est facile à utiliser, facile à transporter. Il y en a partout, eh ben, c'est pas bon pour notre planète. Donc, on doit arriver à s'en passer. Et donc, suite à ça, j'ai fait une première reconversion professionnelle assez rapidement, au bout d'un an de travail, au bout d'un an de thèse. Et donc, je suis devenue économiste de l'énergie et du climat. Et je suis rentrée donc chez un grand groupe de l'énergie qui s'appelait donc GDF Suez à l'époque. C'était GDF Suez et donc c'était au Crygène qui était encore sur le site du Landy. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la Engilab chez Engilab ici? Ouais, trop bien. Après, du coup, comme je vous disais, j'étais au corporate, à la direction de la stratégie. Il y en a qui sont au corporate dans la salle? Un corporate. Et puis, après ça, j'ai été à B2C en tant que responsable de l'équipe Innovation, Nouvelles Offres pour les particuliers. Est-ce qu'il y en a qui sont chez B2C? Ouais. Et oui, elle nous parlait de NPS tout à l'heure, je l'avais reconnue. Donc, bonjour aussi à tous les autres qui n'ont pas fait le même parcours que moi. NJ est grand. Et en parallèle de ça, parce que je ne trouvais pas ça suffisant, j'ai aussi beaucoup milité en politique pendant 10 ans. J'ai fait plusieurs campagnes électorales. J'ai été élue conseillère municipale d'opposition à Issy-les-Moulineaux en 2020. Et puis, j'ai également fondé et animé pendant plusieurs années une association de villes en transition qui sert donc à lutter, à mettre des actions en place concrètes au niveau local. Donc bon, peut-être voilà, après toutes ces expériences, voilà pourquoi je ne suis plus au YPN. Je crois que je ne suis plus vraiment très jeune. Alors, hop là. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis en congé création d'entreprise pour monter un nouveau métier de coach CO2, donc pour accompagner les gens qui veulent réduire leur empreinte carbone de manière ambitieuse. Parce qu'on l'a bien dit tout à l'heure, il reste 10 ans de budget carbone pour tenir les 1,5 degrés. Et donc on dit toujours, oui, il faudra diminuer en 2050, mais en fait, c'est dès maintenant que tout le monde peut faire sa part. Alors, pourquoi finalement est-ce que j'ai fait tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé une grande partie de mon temps libre à militer pour le climat depuis 10 ans? Pendant longtemps, j'ai un peu cru que j'étais probablement un peu hyperactive ou quelque chose du genre. Et puis, il n'y a pas longtemps de ça, peut-être il y a 2 ans, je suis tombée sur le concept d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est une angoisse, un grand stress, en fait, une grande inquiétude vis-à-vis de ces catastrophes climatiques qui nous tombent sur la tête. Et c'est un concept que j'avais jamais entendu avant. Est-ce qu'il y en a ici qui est inquiet du changement climatique ici? Et est-ce qu'il y en a qui se considèrent carrément comme éco-anxieux? C'est vraiment le niveau un peu supérieur, quoi. Je veux dire, voilà.
Bah, moi, quand j'ai entendu comme ça, je me suis dit, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas éco-anxieuse, moi, je suis dans l'action, changement climatique, même pas peur. Tada. Et puis bon, en réfléchissant un peu, je me suis dit, non, en fait, clairement, si je fais tout ça depuis 10 ans, c'est juste que ce sujet m'inquiète énormément. C'est l'éco-anxiété. Et alors, quand je suis devenue coach CO2, je me suis dit, éco-anxiété, bon, c'est OK, mais ça ne nous donne pas le but. Il faudrait qu'on ait un but à atteindre, finalement, qui soit reformulé de manière positive. Et je suis arrivée à ce concept, qui est aussi le nom de mon blog, et qui est l'éco-insouciance. Alors, l'éco-insouciance, donc, je la définis comme un savant mélange d'action et de détachement, mêlant la joie de vivre et la protection active de l'environnement. En gros, c'est le fait de pouvoir continuer à vivre une vie heureuse, joyeuse, sans avoir en permanence à se préoccuper de cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. Et voilà, et donc la condition pour ça, eh bien, c'est d'essayer d'agir de son mieux. Pourquoi ? Parce que quand on agit de son mieux, bah, finalement, on peut bien voir une catastrophe à la télé, on se dit, OK, so what ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? La condition de la tranquillité. Et c'est vrai que ce chemin que je vous marquais tout à l'heure, finalement, ce n'est pas un voyage vers un monde décarboné qu'on va, parce que le moteur, ce n'est pas l'envie de changement, ce n'est pas l'ingénierie. Le moteur, c'est vraiment l'inquiétude vis-à-vis de ce changement climatique. Et le but, c'est plutôt l'éco-insouciance. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'atteindre l'éco-insouciance avec moi ? Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien, c'est qu'atteindre les objectifs climat, c'est quelque chose de possible. Là, je suis devenue animatrice il n'y a pas très longtemps des ateliers d'automne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi un atelier d'automne ? Ouais, il y en a. Ah, mais il y en a déjà pas mal, c'est cool. Et c'est des ateliers vraiment sympas parce qu'en fait, donc ça, c'est bien de les faire après une fresque du climat, une fois qu'on a eu la partie sensibilisation. C'est des ateliers qui se focalisent sur le passage à l'action, véritablement, dans lequel on va jouer des actions collectives et individuelles. Et on est accompagné derrière par un modèle de calcul, vous voyez ici, qui nous décide une courbe de transition au fur et à mesure des actions qu'on prend. Et le premier enseignement intéressant, eh bien, c'est que cette transition, elle est possible. Il est possible d'atteindre 2 tonnes et il est possible de l'atteindre avec des mesures qui sont connues, quoi, hein. Ce n'est pas des trucs farfelus, ce n'est pas des paris technologiques fous, hein, donc on peut y arriver. Le deuxième enseignement, puisque ça alterne du coup des cartes individuelles et des cartes collectives, c'est que les actions individuelles sont absolument indispensables pour atteindre la transition. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les études prospectives. Si je prends ces 3 études prospectives du système alimentaire, oui, comme quoi ça sert à mon passé à la direction de la stratégie, pour étudier des études comme ça. Prospective du système alimentaire nous montre que pour tenir les objectifs climat du secteur, il va falloir réduire la consommation de viande de plus de 50%, donc des citoyens. Pour pouvoir encore voler en 2050, ce rapport du Shift Project montre qu'il va falloir effectivement baisser le trafic aérien, donc la sobriété est indispensable. Et ce rapport sur les voitures électriques montre que la voiture électrique n'est pas la solution miracle à la question du climat sur la mobilité. Ce n'est qu'une brique, comme ils disent, c'est une brique d'un système de mobilité plus vaste, mais on ne peut pas reproduire une voiture par personne, puisque la fabrication de la voiture elle-même émet quand même aussi toujours du CO2. Donc les changements de comportement de citoyens sont nécessaires. Et alors le truc, c'est que même une fois qu'on sait ça, en fait, on ne se met pas toujours en action. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir justement en montant cette activité de coach CO2. Donc j'ai un blog, une chaîne YouTube, et donc j'interagis régulièrement avec des abonnés à ma newsletter. Et en faisant des enquêtes et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait une croyance qui bloquait énormément de personnes pour passer à l'action. Cette croyance, c'est la suivante. Elle a été magnifiquement formulée par une personne. Elle me disait ce qui me freine le plus pour agir aujourd'hui, c'est que je ne suis qu'une goutte d'eau qui ne fera pas bouger l'océan. C'est-à-dire qu'elle considère que ces actions ont tellement un impact minime que finalement, qu'elle les fasse ou qu'elle les fasse pas, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y en a qui partagent de près ou de loin cette idée un peu ? Quelques personnes. Et est-ce qu'il y en a que ça freine pour agir, en fait, de penser ça ? OK ? Alors, je vais vous proposer d'échanger un peu en binôme, ou en trinôme si on a un tout seul devant. On va faire 1 minute par personne, réfléchissez à qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui pour agir à votre plein potentiel
pour sauver le climat. Ce n'est pas forcément ce qu'on vient de voir, ça peut être d'autres éléments. Mais l'idée, voilà, ça serait d'y réfléchir. 1 minute chacun. Dans 1 minute, je vous redonne un top pour changer de personne qui parle. Et finalement, parce que vous êtes tous dans la salle sensibilisés au changement climatique, vous connaissez tous les enjeux, vous connaissez tous les catastrophes. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'agir à votre plein potentiel? Donc, je vous donne 1 minute pour échanger avec votre voisin. Et dans 1 minute, je vous dirai pour échanger 2 personnes. Alors, ça fait 2 minutes, donc je vais récupérer votre attention. Et récupérer ma zapette. Voilà, je vais récupérer votre attention, s'il vous plaît. On va continuer la conférence. Est-ce que, du coup, équipe du YPN, est-ce qu'on peut donner des micros dans la salle? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui voudraient nous partager leur réponse à cette question? Il y a une personne ici? Je peux commencer? Oui. Alors, je pense que la première... je commence par reprendre la question. Donc, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui pour agir à votre plein potentiel pour sauver le climat? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons potentielles principales que j'évoquerai. La première, c'est je pense que en tant qu'être humain, on fait tous partie on est des êtres sociaux et que souvent, quand on veut agir sur nos pratiques personnelles, notre entourage ne va pas forcément être... les relations sociales qu'on peut avoir, tout le monde ne va pas être dans la même optique vis-à-vis de ça, et que souvent on peut avoir le sentiment de s'isoler du reste de son cercle social si on s'engage dans ce type de voie, entre guillemets. Et la deuxième raison que j'évoquerai, c'est, je pense aussi que d'une certaine manière, les humains sont, et n'importe quel, au même titre que les autres animaux, on est câblé pour essayer d'arriver en haut des structures hiérarchiques, de statut social, entre guillemets, et que la manière dont ces structures de statut social fonctionnent à l'heure actuelle sont principalement basées sur l'argent, etc., et sur des choses et des horizons qui ne nous emmènent pas vers des pratiques plus soutenables, entre guillemets. Okay. Et du coup, je pense que ces 2 choses-là freinent l'activité individuelle et de beaucoup de monde. De beaucoup de monde, ouais. Merci beaucoup pour le partage. Alors, je ne sais pas s'il y avait une deuxième personne qui voulait... Oui. On a également des réponses dans le chat, en fait, des personnes en ligne. Donc, il y a Christelle Scheffel qui nous dit que c'est le temps, parce que il faut aussi travailler, en fait, parce qu'il y a un besoin financier qui vient de cela, et que se renseigner, parfois, c'est pas nécessairement facile. Et d'après un petit sondage, c'est l'argent, en fait, qui aurait aussi une grande importance. Donc, on aurait l'impression que ça coûte plus cher, en fait. De faire le choix de produits exactement. écologiques ou de prendre le train à la place de l'avion, etc., etc. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le fait d'être câblé, parce que c'est exactement ce dont j'allais parler après. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu comment est-ce qu'en tant que goutte d'eau, chacun, on peut effectivement changer le monde et aboutir à un changement massif de comportement, parce que c'est quand même bien ça qui nous intéresse. Alors, là, je vais vous montrer une goutte d'eau. Bon, on la voit pas très bien, parce qu'elle est avec d'autres. Hein. Mais on voit bien que cette goutte d'eau, elle est quand même parfaitement capable de briser des digues, d'inonder des villes, de casser des réacteurs nucléaires. Et cette goutte d'eau, je ne pense pas que ça nous viendra l'idée de penser qu'elle dise moi, je suis trop petite, je ne participe pas à la vague, quoi. Alors, aujourd'hui, en fait, on est bloqué dans ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, c'est quand les gouttes d'eau, finalement, se regardent en chien de faïence, comme ça, et se demandent qui est le premier qui va agir. Et donc, on a les particuliers qui disent moi, c'est pas à moi d'agir, c'est aux politiques, c'est aux entreprises. Et puis, tous mes collègues prennent l'avion, donc moi aussi. Les élus disent nous, on n'a pas été élus pour ça. Hein. Nous, on est en démocratie, on est représentants du peuple. Donc, si on ne nous élit pas pour faire des choses ambitieuses, on ne va pas le faire. Les entreprises, elles disent les consommateurs, ils ne veulent pas payer plus cher pour les produits écolos.
Et puis, nous, on veut bien faire des choses, mais ça va détruire notre compétitivité. Donc, il nous faut un cadre légal. Donc, il faut que l'État légifère pour que tout le monde soit au même niveau, etc. Et tout le monde a un peu raison et un peu tort en même temps. Et en tout cas, toujours est-il, sans donner des points ou quoi, c'est qu'on est dans une situation d'immobilisme. Donc, comment on sort de cette situation d'immobilisme ? Avant de comprendre ça, je vais répondre à ce que tu as dit sur le fait qu'on soit câblé. Justement, il y a des livres qui sont intéressés à des études de neurosciences qui expliquent pourquoi on a tendance à pas tenir compte de l'environnement. Et donc, il y avait une première expérience, on voit le gars dans son IRM, ça consistait à faire un jeu de stratégie à des gens, tout en les mettant dans un IRM comme ça, c'est sympa. Et en fait, on voit dans leur cerveau que quand ils adoptent une stratégie perdante, en fait, il y a un petit truc qui s'allume, là, qui s'appelle le cortex singulaire. Et en gros, ça, c'est le signal d'alarme qui va faire qui dit t'as perdu, il faut faire quelque chose, voilà, ça va pas, tout va mal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les met en groupe, ensuite, les gens, on les fait jouer au même jeu. S'ils adoptent la stratégie perdante, mais que tout le monde dans le groupe l'a prise, eh ben, le cortex singulaire, il ne s'allume pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas capables d'avoir un signal d'alarme qui s'allume dans notre tête si on fait tous la stratégie perdante. Donc déjà, ça, c'est un peu flippant. Ensuite, deuxième étude de neurosciences, c'est celle du coopérateur conditionnel. Voilà. C'est une étude qui montre que les êtres humains sont des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent bien coopérer, ils veulent bien faire d'immenses sacrifices si et seulement si les autres autour d'eux les font aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on s'engageait collectivement à faire ces efforts-là, en fait, ça marcherait, mais tant qu'on n'est pas tous à les faire, ça ne marche pas. D'accord ? Donc ça, c'est les études de neurosciences. Et pour rebondir sur cette histoire d'être câblé encore, j'ai repéré cette citation en fait d'un groupe d'étudiants qu'un collègue animateur d'atelier climat a posté sur LinkedIn, qui est assez incroyable. Je vais vous la lire parce que je ne voudrais pas manquer une virgule. Donc après un atelier de sensibilisation sur le climat, les étudiants lui disent « Nous ne changerons pas. L'homme par nature est égoïste. Seule la loi peut contraindre l'homme à changer. » Et puis là, l'animateur, c'est une personne qui dit ça, l'animateur demande si les autres sont d'accord et tous les autres disent qu'ils sont d'accord avec ça. Donc là, je pense qu'on peut arrêter la conférence. On va rester bloqué dans ce triangle. Non, je ne vais pas faire ce coup-là aux organisateurs. On a 1 heure de prévu. Il y a une suite. La suite, c'est ce mec-là dans ses cartons. Ce mec dans ses cartons qui pratique la méditation, qui est un truc qui peut se pratiquer n'importe où. Ça, c'est un truc qu'on peut lire chez Luc Ferry, par exemple. C'est que l'être humain, à la différence de tous les autres animaux, on a une caractéristique qui nous rend unique, c'est que nous, on est libre par rapport à nos déterminismes. C'est-à-dire que la pie qui voit une clé en or, elle va être obligée d'aller la prendre parce que ça brille, elle est attirée par ça, elle est obligée d'y aller. Nous, on voit une tour Eiffel en or là, sur le côté, on n'est pas obligé de l'acheter. On va peut-être être attiré par le truc, mais on sait se dire non, c'est pas le moment, non, j'ai pas le budget. On sait raisonner, on sait remettre une couche au-dessus de tout ça pour libérer de nos automatismes. Et la méditation, c'est une des choses qui permet de se libérer encore plus de nos automatismes pour ceux qui connaissent ça et qui peut se pratiquer de n'importe où du coup. Donc la bonne nouvelle, c'est que en fait, nous sommes totalement libres de choisir notre mode d'action indépendamment de ce que les autres font. Et moi, c'est ce que j'appelle des briseurs de triangles. Et si on n'a pas ces briseurs de triangles à la base, eh bien, on va rester coincé dans ce truc jusqu'au bout. Donc on a besoin de briseurs de triangles à un moment qui disent moi, je m'en fiche de ce que les autres font. Moi, je décide de faire ma part. Et point. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la conduite du changement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des formations de conduite du changement ici ? Oui, quelques personnes. Hein. C'est très intéressant parce que la conduite du changement, ce n'est pas intuitif. Et finalement, quand on s'intéresse au changement de comportement là, pour le changement climatique, ça n'est rien. Enfin, c'est exactement les mêmes principes que la conduite du changement en entreprise. Et alors là où ce n'est pas intuitif, c'est qu'on pourrait penser soit qu'en fait, il faut passer beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les personnes qui ne sont pas motivées, soit on peut penser que y a, dans les milieux hiérarchiques, comme ça, il y a un chef qui dit on va changer et tout le monde change. Ça, en fait, ce n'est pas des manières efficaces de conduire le changement. La manière efficace, c'est de mettre son énergie sur les personnes motivées, s'appuyer sur les personnes motrices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la courbe de diffusion du changement, c'est la même que la courbe de diffusion de l'innovation, comme ça. Ça commence toujours par des early adopters, c'est des gens qui vont adopter le changement très rapidement, qui vont à leur tour influencer ce qu'on appelle la majorité précoce, qui va à son tour influencer la majorité tardive. Et puis le retardataire, il y a un moment, ils vont comprendre qu'ils sont has-been et voilà,
En fait, c'est pas eux qui sont importants. Ce qui est important, c'est les gens qui sont motivés au départ, qui vont entraîner les majorités précoces, qui vont entraîner la majorité tardive. Et donc, le changement se conduit comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est inclus dans la modélisation des ateliers d'automne. C'est un atelier qui permet vraiment de comprendre l'importance de l'action individuelle parce que on a des cartes donc d'influence, comme sensibiliser son entourage, partager des choses sur les réseaux sociaux, mais aussi en fait toutes les actions qu'on prend pendant le jeu, comme par exemple réduire la viande de moitié, eh bien, ce sont des actions qui ont un impact sur l'entourage. Et plus elles sont ambitieuses, plus elles ont un gros impact. Alors, comment justement est-ce qu'on influence son entourage et comment est-ce qu'on diffuse le changement à partir de sa personne? Alors, on a beaucoup de... Enfin, comment dire, on risque de s'y prendre mal, en fait, de manière spontanée. Et alors, je jette la pied de la personne, on est tous passés par là. Mais typiquement, on peut avoir tendance à lire. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à Bon Pote. Si vous n'êtes pas abonné à Bon Pote, il faut s'abonner à Bon Pote. C'est le média d'information sur le changement climatique, qui est très sympa à lire. Mais voilà, le fait d'aller prendre une source et puis de l'expliquer à son entourage, finalement, ça ne va pas énormément marcher. Hein, si on est un fanboy de toutes les dernières conférences de Jean-Marc Jancovici, c'est pareil, aller les expliquer, ça ne va pas forcément marcher. Essayer d'embarquer les gens dans l'angoisse, dans le pathos, etc. Ça ne va pas non plus réussir à embarquer. Et enfin, montrer du doigt, culpabiliser. « Ouh, il n'a pas sa gourde là-bas !» Ça ne va pas marcher non plus, ça va provoquer des réactions de défense. Donc le seul truc qui marche quand on veut influencer son entourage, c'est de se retrousser les manches, en fait. C'est d'agir soi-même et d'agir à la hauteur de l'enjeu. Et ça, c'est très important, c'est deux composantes. Agir, pourquoi? Parce qu'on va montrer le chemin aux autres. Et le jour où ils seront motivés, ils sauront quel exemple suivre. Ils se diront « Ah bah oui, il y a machine qui fait déjà tel truc, je vais essayer de faire pareil. » Et agir à la hauteur de l'enjeu, ça, c'est juste pour montrer aux autres à quel point on considère que cet enjeu-là, il est important. Il n'y a pas très longtemps, il y a une maman d'élève à la sortie de l'école qui me parle du changement climatique, là, à la sortie de l'été. Mais alors vraiment, limite des trémolos dans la voix, je me dis « Waouh, celle-là, elle a bien compris l'enjeu et tout. » Puis 2 minutes plus tard, elle me dit « Ah, au fait, je planifie mon prochain voyage à New York, ça fait 2 ans qu'on n'y est pas allé. » Là, je me dis « Ah, ok. » Bon, voilà. Enfin, le fait de mettre ses actions en cohérence avec le discours, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on veut réussir à influencer son entourage. Une dernier truc théorique qui est important de comprendre, c'est la théorie du point de bascule. Parce qu'en fait, si vous faites le compte sur 10 personnes dans votre entourage, finalement, il y a le tonton climato-sceptique. Alors lui, vous avez compris, en conduite du changement, on s'en occupe même plus, en fait, on s'en fiche. Et puis, il y a vous, et donc il reste 8 personnes à aller influencer. 8 personnes, c'est quand même beaucoup. Eh bien non, parce qu'on a la théorie du point de bascule qui arrive à notre secours. Alors, il y a des petits problèmes d'affichage, des trucs qui arrivent 2 par 2, malheureusement. Donc, je vais essayer de vous refaire la vidéo sans vidéo. Je sais pas, il y en a qui ont déjà vu cette vidéo-là du mec qui danse, il y en a là. C'est un mec qui danse tout seul au début. Il est là, il a de la musique et il danse tout seul dans le pré. Vous voyez, il y a une grande foule à côté qui est assise. Donc, il est là. Il danse. Et ça dure longtemps. Pendant 1 minute, le mec, il danse. Et puis, au bout d'1 minute, il y a un deuxième Gugus qui le rejoint, là. Et là, ça dure encore longtemps. Pendant au moins 1 minute, ils dansent tous les deux. Donc ça, eux, c'est des beaux briseurs de triangles, hein, d'ailleurs, hein, notez bien. Et au bout de... Alors, je ne sais pas si ça va me mettre 2 images encore d'un coup. Ouais, ça m'a mis 2 images d'un coup. Alors, l'image intermédiaire, c'est qu'il y a à peu près 10 personnes qui rejoignent... Ah ben voilà, on l'a. 10 personnes qui rejoignent ces 2 premiers. Au bout encore d'1 minute... Et puis là, 10 secondes plus tard, on a tout le monde. Alors du coup, est-ce que tout le monde... Ouais, voilà. 10 secondes. Mais vraiment, ça fait lent, c'est lent, et d'un coup, paf, il y a tout le monde qui danse. Donc ça, c'est la théorie du point de bascule. C'est une théorie de sociologie qui dit que quand on a à peu près 10% de la population qui change de comportement, eh bien la suite peut aller très, très vite. Et comme me l'a dit une personne que je coachais, ça veut dire qu'en fait, j'ai besoin de convertir, d'influencer qu'une seule personne sur 10. Et ça fait du bien. Voilà. Donc je vous partage un peu cette théorie-là. Alors, parmi vous, qui est-ce qui a bien envie de devenir un briseur de triangles? Ouais, un relayeur du changement, un influenceur de son entourage. Yes, super. Et bien maintenant, du coup, je vais vous donner des armes. Ils sont marrants, ces guignols. Hein. Je les ai trouvés heureux, je les ai trouvés cool. Je vais vous donner des armes pour faire ça. Alors, première arme, agir avec son travail.
Alors, c'est important d'agir avec son travail, et je crois qu'on en a parlé dans les freins tout à l'heure, le manque de temps. C'est pas juste du temps, le travail, c'est aussi beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez eu une période de transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle, où pendant 1 ou 2 ans, vous essayez de continuer à sortir en semaine. Puis au bout de 2 ans, vous réalisez que ça va pas marcher. Le vendredi soir, oui, parce qu'il faudra 2 jours pour récupérer, mais pas la semaine. Donc, le travail, c'est pas que du temps, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est vrai que le premier lieu où on peut agir, où on passe quand même la majorité de nos journées, eh bien, c'est son travail. Alors aujourd'hui, qui parmi vous a déjà le sentiment, grâce à son travail chez Engie, de contribuer à la lutte pour le changement climatique? Ouais. Ok. Non, mais voilà, je ne fais pas un laïus trop long parce que quand même, on est chez Engie, on n'est pas dans une entreprise qui n'a rien à voir. Mais alors, pour que vous soyez au courant, j'ai appris il y a quelque temps qu'il existait des collectifs de salariés. Donc, ça s'appelle les collectifs d'entreprise. Il y en a un chez GRT Gaz, il y en a un chez Engie SA, si j'ai bien compris. C'est des salariés qui se regroupent pour améliorer quand même leur entreprise d'un point de vue environnemental. Exemple très concret qu'on va donner. Un salarié doit faire un déplacement et en fait, la politique voyage l'oblige à prendre l'avion, alors que lui, il était prêt à prendre un hôtel et un train, quoi. Typiquement, les collectifs se sont réunis, ils ont fait un groupe de travail avec les RH pour faire évoluer la politique de déplacement. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'entreprise. C'est des salariés qui sont très motivés. Et en fait, leur motivation profonde, c'est qu'ils aimeraient bien rester dans l'entité dans laquelle ils travaillent et qu'ils ont besoin qu'on mette tout ça en cohérence avec leurs valeurs. Donc maintenant, je vous propose encore en binôme, pendant 1 minute, puis 1 minute, d'échanger pour dire à votre voisin en quoi vous avez le sentiment de contribuer ou non, d'ailleurs, à la protection de la planète grâce à votre travail et comment vous pourriez améliorer davantage votre environnement de travail pour vous sentir encore plus utile. Donc à distance, n'hésitez pas à utiliser Skype avec un binôme et à marquer vos commentaires dans le chat directement. Allez, je vous donne 1 minute. Alors, excusez-moi, je vais récupérer votre attention. On va donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager sa réponse avec nous? Une personne de la salle et puis après, peut-être les commentaires du chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien partager? Oui, ici. Le micro arrive. Moi, j'ai dit qu'on peut motiver nos managers à par exemple, communiquer au collectif et dire que, par exemple, changements professionnels, déplacements professionnels doivent se faire par tram, mais pas en avion. Mais, par exemple, ma collègue m'a dit, par exemple, on peut dire au cafétéria, il faut plus manger de viande, mais donc elle m'a perdu. Alors, je précise là-dessus que les scénarios disent que pour tenir les objectifs climat, il faut une réduction de 50% de la consommation de viande, mais pas forcément un arrêt complet. Voilà, si ça peut te récupérer. En tout cas, merci pour ta contribution. Est-ce qu'on a des commentaires dans le chat? Dans le chat, effectivement, on a Ajar qui dit de proposer des systèmes de production d'énergie plus écologiques aux clients. Oui. Et un autre commentaire de Christelle qui parle de la sensibilisation et de l'action avec nos collègues et que le sujet, au final, ne soit pas tabou. Ok. Super, merci pour ces idées. Ensuite, nous allons aborder un autre domaine d'action. Je continue, arme suivante. Agir par l'action collective. Est-ce qu'il y en a ici qui militent déjà dans des associations, en politique ou dans des collectifs? Ok. Alors, qui se sent à 1000 lieues de ça? Non, pas forcément non plus. Alors, écoutez, pour vous donner des idées, je vais vous parler un peu de ce qu'on peut faire avec les associations. Donc, de mon côté, j'avais monté une association de villes en transition. C'est un mouvement en fait international. Il y a des antennes dans plein de villes. Ça sert à porter des actions concrètes au niveau local. Alors, on a fait des actions, vraiment, c'est du très concret. C'est genre organiser une bourse à vélo annuelle, un atelier de réparation, des enquêtes auprès des cyclistes pour améliorer les pistes cyclables. On a obtenu le premier composteur collectif d'ici les Moulineaux et depuis, on a des dizaines. Donc, à chaque fois, c'est toujours un référent de l'association qui gère le composteur. Voilà, c'est des actions comme ça. Et alors, comment on fait pour monter des assos? Alors, soit vous pouvez rejoindre une asso qui existe si vous trouvez quelque chose qui vous correspond. N'hésitez pas à vous inscrire à leur newsletter d'abord, peut-être pour voir si c'est des actions qui vous parlent ou pas.
Et s'il n'y a aucune association qui correspond à ce que vous voulez faire, comment j'ai fait? Moi, tout simplement, j'ai créé un site web tout moche que j'ai appelé Ici en transition, Ville en transition. Et 3 mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je veux vous rejoindre ». Et du coup, à deux, en binôme, on arrive toujours à changer le monde. On a réussi à monter une asso et à faire grossir l'asso petit à petit. Et j'en profite pour dire qu'on a beaucoup de mal quand quelqu'un s'en va du bureau organisateur, là, des membres fondateurs. On a toujours beaucoup de mal à recruter des gens qui vont continuer à animer les assos. Les assos, elles sont souvent très dépendantes de leurs membres fondateurs. Donc, on a besoin de monde dans les assos. Allez-y. Je recrute pour la cause associative en même temps. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment de l'action concrète. Après, c'est de l'action concrète qui est parfois, qu'on peut juger pas suffisante. Parce que quand on veut des choses vraiment ambitieuses, là, on est obligé d'aller taper à l'échelon politique, parce que c'est quand même eux qui, derrière, vont mettre des moyens. Donc, l'échelon politique, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est le truc qui m'a semblé le plus naturel au début. Donc, il y a 10 ans, quand j'ai voulu m'engager quelque part, c'est là où je suis allée directement. J'ai commencé par la commission énergie d'Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est là où on faisait les programmes, les amendements pour les députés, des choses comme ça. Et puis après, j'ai milité au niveau plus local. Alors, c'est essentiellement de la communication, en fait, quand on fait de la politique comme ça au niveau de local. Moi, j'ai écrit des dizaines de tracts. Je peux vous pondre un tract en 10 minutes. Allez-y, il n'y a pas de souci. J'en ai distribué des milliers. Et après, quand je suis devenue conseillère municipale d'opposition, là, mon job, c'était plutôt toujours de mettre la pression, en fait, sur la majorité pour que les mesures qui soient prises soient à la hauteur des enjeux. La photo floue, je fais une intervention sur le plan climat du territoire. C'était un conseil du territoire. Pour signifier qu'il n'était pas à la hauteur de l'enjeu, à mon sens. Donc la politique, c'est aussi un endroit où on fait bouger les choses sur le terrain, vraiment de la communication. Après, est-ce que je vous recommanderais d'y aller? Comment dire? Si vous allez pour donner un coup de main lors d'une campagne électorale, il n'y aura jamais aucun problème. Après, la politique, c'est un milieu un peu spécial parce qu'il y a des enjeux de pouvoir derrière. Donc je crois que je ne compte pas le nombre de coups de poignard dans le dos que je me suis pris dans ce milieu-là. Donc, si vous allez au niveau des comités d'organisation et de conseillers municipaux et tout, il vaut mieux avoir le cuir un peu solide. Je repense encore à la fois où le maire m'a menacé de me coller un procès. Voilà. C'est pas un endroit de bisounours, ça c'est clair, mais on peut y faire aussi des choses intéressantes. Alors, je vous propose de continuer à réfléchir 2 minutes. Comment est-ce que vous verriez contribuer à la protection du climat dans le cadre d'une action collective? Allez, je repars pour 2 minutes. Merci. Alors, au travail, une action dans le temps, quelques jours ou semaines. Alors, attendez, excusez-moi, on va écouter. On va récupérer l'attention. Merci. Donc, il y a la participation dans le chat. Au travail, une action dans le temps, quelques jours ou semaines. Entre collègues, quelque chose de visible, il y a des partages. Chacun réalise des petits gestes, des changements. Il partage sur ses habitudes une fois par semaine avec les autres, par exemple. Ok, top. Donc, une action collective, mais au travail. C'est très chouette. Merci beaucoup. Alors, 3e et très gros levier d'action, agir dans sa vie personnelle. Alors, la vie personnelle, voici, si ça veut bien venir, l'empreinte carbone moyenne d'une personne en France. Elle est de 10 tonnes de CO2 par personne. Et ça, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça, c'est l'empreinte carbone de la France qui est ramenée à un individu. En fait, toute l'empreinte carbone des entreprises, elle est là-dedans. C'est-à-dire que toute entreprise que vous avez, finalement, a un maillon de la chaîne, elle va servir à servir un besoin de mobilité, un besoin de nourriture, de chauffage, etc., du particulier. Et donc, quand on ramène toutes les émissions de gaz à effet de serre de la France, mais aussi des importations, eh bien, on se retrouve avec ce graphique qui inclut tout par personne. Alors, qu'est-ce que ça représente 10 tonnes de CO2? Parce que c'est un peu flou ce que c'est le CO2. Alors, peut-être pour se rendre compte, les déchets classiques qu'on produit habituellement, il y en a 500 kilos par an. Donc, 500 kilos, c'est gros comme un taureau, comme ça, voilà. Et ça, on a déjà toute une chaîne logistique pour les éliminer. Vous connaissez bien les poubelles, les camions de poubelles, les déchetteries, incinérateurs, etc., etc. Le CO2, lui, ça a la particularité d'être un gaz. Et donc, c'est invisible, on ne le voit pas, mais ça n'en reste pas moins un déchet des activités humaines. La seule différence, c'est qu'il s'évapore dans l'atmosphère et qu'on ne le voit pas. Pourtant, si on le voyait, 10 tonnes de CO2, c'est 10 tonnes de CO2. Donc, c'est bien le poids de 10 Twingo. Une Twingo, c'est une tonne. 10 Twingo tous les ans. Donc, vous imaginez si dans votre maison, votre appartement, tous les ans, vous aviez 10 Twingo qui s'accumulaient à cause de vos activités.
Je pense qu'on ne serait peut-être pas autant dépendant aux énergies fossiles si c'était le cas, ou en tout cas, on aurait une sacrée chaîne logistique. Ça, c'est un peu la malédiction du CO2, c'est qu'on ne le voit pas. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être déjà commencé à agir avec ce qu'on appelle les éco-gestes. Les éco-gestes, ça concerne généralement tout ce qui est réduction des déchets, objets lavables, tri des déchets, etc. Et aussi tous les éco-gestes électriques, éteindre des ampoules, mettre des couvercles sur les casseroles, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est des gestes qui nous viennent des années 70, en fait, des pics pétroliers. C'est là où l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, alors elle avait un autre nom à l'époque, elle a été créée. Et c'est là qu'on a commencé ces campagnes de sensibilisation pour les citoyens, pour faire en sorte que le système tienne. Hein. Mais en fait, pour le climat, ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire le tri des déchets, c'est plus sur la préservation des ressources. L'électricité, on sait qu'elle est majoritairement décarbonée en France. Donc en fait, ces actions-là, elles sont indispensables pour préserver les ressources au niveau collectif. Mais sur le climat, en fait, elles agissent très peu. Si on chiffre leur impact carbone, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Donc si on veut réellement réduire son empreinte carbone avec de l'impact, eh bien, en fait, il faut agir ce que j'appelle les Big Five. Et les Big Five, c'est les carrés, les gros carrés qui sont ici. L'avion, la voiture, la viande, le chauffage au gaz et au fioul, avec les subtilités sur le maintien du système électrique, et les achats. Alors, l'outil, du coup, indispensable, en fait, dès que vous voulez parler un peu d'action pour le climat, eh bien, c'est de chiffrer votre empreinte carbone, parce que je connais quand même pas mal de gens qui font plein d'éco-gestes toute la journée, et quand ils chiffrent leur empreinte carbone, en fait, ils ont une empreinte carbone parfois largement supérieure à la moyenne, mais parce qu'en fait, tous les éco-gestes, ils n'agissent pas sur le climat. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, vous avez par exemple Nos Gestes Climat, qui est le simulateur de l'ADEME, qui est vraiment très bien fait, où vous avez les conférences collectives MyCO2, qui sont aussi sympathiques à remplir. Donc, il ne faut pas hésiter à aller là. Et comme on ne va pas prendre une demi-heure pour faire un simulateur maintenant, on va faire un simulateur simplifié. Donc, on va situer en fait votre empreinte carbone à chacun en fonction de la moyenne et en fonction de l'objectif pour arriver à 2 tonnes. Alors, avion, la moyenne, c'est un aller-retour Paris-Madrid par an. Et à 2 tonnes, ça serait environ 4 voyages dans une vie, d'après Jean-Marc Jancovici à peu près. Donc, qui est qui est aujourd'hui au-dessus de la moyenne? OK. Qui est dans la moyenne? Et qui est en dessous de la moyenne? Et qui est à 2 tonnes? OK. Ensuite, ça me passe toujours d'un coup, c'est terrible. C'est pas grave. La voiture, la moyenne, c'est à 12 000 km par an en voiture thermique. Et à 2 tonnes, vous auriez une voiture électrique pas trop grosse par foyer, hein, pas par personne, mais par foyer. Donc, qui aujourd'hui est au-dessus de la moyenne? OK. Dans la moyenne, en dessous de la moyenne, j'espère bien parce qu'on a la Défense, il y a plein de transports en commun, et à 2 tonnes. Pas à 2 tonnes, cela dit, si vous prenez les transports en commun, vous y êtes peut-être déjà. Bon. Au niveau du logement, la moyenne, ça représente un petit appartement chauffé au gaz. Et à 2 tonnes, vous êtes sur du chauffage bois, pompe à chaleur ou pompe à chaleur hybride, je dis ça parce qu'on est chez Engie. Alors, qui se situe au-dessus de la moyenne? Ouais, dans la moyenne, en dessous de la moyenne et à 2 tonnes. OK. Au niveau de la viande, la moyenne, si on chiffre, ça correspond à peu près à 2 repas de viande rouge par semaine, 9 repas de viande blanche et 3 repas végétariens par semaine. Si vous étiez à 2 tonnes, vous seriez environ à 4 repas de viande blanche par semaine et du bœuf très occasionnellement. Enfin, de la viande rouge très occasionnellement, ça émet beaucoup plus. Qui est au-dessus de la moyenne? Dans la moyenne, en dessous de la moyenne et à 2 tonnes. Yes. Et enfin, le dernier poste, c'est les achats. Ça me passe toujours d'un coup. Pardon. Les achats, alors ça a été dur de chiffrer un peu la moyenne. Je peux juste vous dire l'objectif, c'est des achats durables, sobres, avec une prolongation maximale en fait des objets et majoritairement de l'achat d'occasion, alors qui se situe au-dessus des 2 tonnes et qui est à 2 tonnes. Voilà. Voilà pour ce petit calculateur simplifié. Mais bon, comme vous voyez, vous pouvez vous situer sur chaque poste, mais ça ne vous donne pas l'empreinte carbone globale. Et donc ça, je vous invite vivement à la calculer pour savoir d'où vous partez. Alors, il y a quelqu'un, au sortir d'un atelier d'automne, qui m'a dit moins de viande, moins d'avion, mais on est chez les Amish. Donc, est-ce qu'on est chez les Amish? Alors, je rappelle que les Amish, eux, c'est quand même pas d'électricité, pas de médicaments, quoi, hein. Donc, voilà, imaginez quand même à quel point la vie est différente quand on n'utilise pas de médicaments.
y compris la pilule d'ailleurs. Quand on n'a pas de machine à laver pour laver le linge, la vie est très différente, et notamment la vie des femmes. Hein. Donc voilà, je pense qu'on peut tout à fait en fait être sur une vie qui a l'air assez moderne, tout en étant à 2 tonnes. Et du coup, c'est pour ça, petite session de réflexion encore de 2 minutes. Quelles activités du quotidien me font ou me feraient vraiment plaisir et n'émettent pas ou peu de CO2 ? Je dis peu de CO2 parce que si vous faites de la guitare, il a bien fallu la construire, mais on va dire que c'est négligeable. Donc, essayez de réfléchir finalement dans un monde à 2 tonnes. Qu'est-ce qui peut vous faire triper au quotidien ? Comment vous pouvez être heureux au quotidien sans émettre trop de CO2 ? Je vous laisse 2 minutes. Alors, je vais récupérer votre attention. On va lire un message du chat. Quelqu'un qui a réfléchi au sujet. Est-ce que vous m'entendez ? Non, ça ne passe pas ton micro. Attendez. 1, 2, 1, 2. Si, vous m'entendez bien ? Alors, dans le chat, on a plusieurs idées. Et qui sont, par exemple, faire du vélo, faire de la randonnée, donner un objet en bon état qu'on n'utilise plus. Voilà, quelques exemples. Merci beaucoup. Alors, je vais passer assez rapidement sur cette partie. C'est une partie que je fais en conférence debout, qui permet de repérer un peu les leviers d'action qu'on peut avoir pour réduire les différents postes. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de la faire en entier. Par exemple, sur l'avion, c'est un truc un peu trompeur, ce carré, parce qu'il a l'air tout petit, donc on a l'impression que ça n'aimait pas beaucoup l'avion. En fait, ça, c'est une moyenne entre les gens qui le prennent jamais et les gens qui le prennent régulièrement. Et pour info, les gens qui le prennent régulièrement ne représentent qu'un tiers en fait, des Français. Donc, si je mets un Paris-Ciné, l'empreinte carbone d'un Paris-Ciné sur cette empreinte carbone, en fait, ça donne ça. Donc, on se rend compte que c'est tout de suite beaucoup plus fort quand on chiffre à l'échelle individuelle et pas à l'échelle moyenne. Alors, quelques petites questions. Qui trouve que les vacances en avion sont un formidable moyen de décompresser d'une vie quotidienne trop stressante ? Ok. Qui a déjà eu des vacances juste bien, mais pas exceptionnelles, en ayant pris l'avion ? Oui. Qui a déjà passé des vacances géniales sans prendre l'avion ? Ok. Et alors, on va pas avoir le temps de faire le temps de réflexion, mais voilà, vous pourrez imaginer en sortant de cette session à quoi ressembleraient des vacances de rêve, mais alors de rêve, il ne faut pas transiger, pour vous, sans prendre l'avion. Au niveau de la viande, quelques petits chiffres. Un repas avec du bœuf, ça représente 5 repas avec du poulet, porc, volaille ou poisson, et 14 repas végétariens. Et ça, alors le bœuf, pourquoi ? Parce que les ruminants, ils mettent du méthane, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2 tiers des surfaces agricoles sont dédiées à l'alimentation animale en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas autosuffisant dans la production de légumes et de fruits. On est obligé d'importer 50% de notre production de légumes et de fruits parce qu'il y a 2 tiers des surfaces agricoles qui sont en fait de l'agriculture intensive, donc à base d'énormément de pesticides, d'engrais, pour nourrir les animaux qui sont eux-mêmes élevés dans des batteries intensives. Donc il y a quand même voilà, il y a l'objectif climat, mais il y a aussi un objectif environnemental au sens large et un objectif de bien-être animal qui peut être atteint en réduire la viande. Donc pareil, petit levier. Qui adore au moins un plat avec de la volaille ? Qui mange régulièrement du bœuf sans y prendre réellement plaisir, genre la petite bavette bouillie le soir à la va-vite là, ou à la cantine ? Qui sait cuisiner plus de 7 plats végétariens bons et équilibrés ? Ouais, quelques-uns, mais voilà, ça c'est un levier aussi d'apprendre à cuisiner des bons plats végétariens. Ok. Et enfin, je vais passer un petit peu sur les achats. On va jumper à la dernière. Pardon. La dernière arme, qui est donc d'influencer son entourage. Vous l'aurez compris que c'est crucial, si vous faites ce chemin-là de réduire vos émissions de CO2, eh bien d'essayer d'influencer les autres. Alors, pas en étant parfait, c'est pas comme ça, mais juste en essayant et puis en parlant autour de vous. Ah ben j'essaye de réduire la viande, tiens, je viens de m'inscrire à tel blog de recettes végétariennes, ou alors, je sais pas, j'essaie d'acheter une véhicule électrique, est-ce que toi tu y as réfléchi ? Le fait d'inclure finalement vos proches dans votre chemin, c'est le meilleur moyen de les emmener avec vous. Et un dernier ingrédient qu'on n'a pas dit tout à l'heure, qui est absolument primordial pour que cette influence marche, alors c'est pas le chien, c'est pas le thé, c'est pas le canapé, c'est la joie. C'est-à-dire qu'on voyait tout à l'heure les gars qui dansent là, et la théorie du point de bascule, ça a marché parce que danser c'est quand même carrément cool, quoi. Si on se flagelle dans un coin en disant je suis restée chez moi, j'ai rien fait, je me suis ennuyée à mort pendant une semaine, mais je me suis sacrifiée pour la planète, là on va embarquer personne. Donc finalement, quand on fait ce chemin vers le monde décarboné, l'idée c'est d'essayer d'y trouver le maximum de joie,
c'est d'avoir voilà, des vacances de rêve sans prendre l'avion, c'est de prendre du plaisir dans des activités décarbonées et de montrer à votre entourage qu'il est possible d'avoir un futur désirable en fait, vers lequel ils vont avoir envie d'aller parce que la joie, elle a cette caractéristique d'être communicative. Voilà, alors c'est fini pour cette conférence et je vous suggère 2 actions pour vous en sortant. Le premier, ça serait d'organiser un atelier d'automne dans votre entité, par exemple s'il y a un séminaire qui arrive, parce que c'est vraiment un atelier qui permet de lever énormément de blocages. Et puis, c'est de vous inscrire à ma newsletter sur ecoinsouciance-.com. Et si vous souhaitez, aller suivre mon chemin de formation, 7 étapes pour sortir du flou et de l'inaction et construire son plan d'action face au changement climatique, sur le lien qui est donné en haut. Et dans tous les cas, merci pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Florène, je pense que tu as appris beaucoup de choses à l'audience. Merci aussi au chat, mention spéciale pour Christelle, hein. Merci pour ton implication. On souhaitait te remettre un pull des YPN, puisque voilà, c'est... On n'avait pas eu à mon c'est un plaisir pour nous de t'avoir reçu. Merci beaucoup. On va faire une petite pause de 5 minutes, on est assez timé, donc s'il vous plaît, revenez à 16h tout pile. Pour la suite de nos conférences. On accueillera 2 sportifs et puis Catherine McGregor. Merci beaucoup.